Hey, salut à tous! Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai intégré le team Tribe Rocky Mountain, qui est le team Rocky Mountain qui va concourir dans les compétitions e-bike EWS. Bon, je profite un petit peu de ce break pré-saison pour faire un petit bike check avec vous. Alors moi, le vélo que je roule actuellement, c'est le Rocky Mountain Altitude Powerplay. Rocky Mountain, c'est la marque, l'Altitude, c'est le modèle, et Powerplay, c'est la version électrique de ce modèle. Pourquoi? Parce que l'Altitude, c'est déjà un vélo musculaire qui existe et qui a une géométrie finement designée pour faire des putains de chronos en descente. La différence entre l'Altitude et l'Altitude Powerplay, c'est simplement le moteur. C'est-à-dire qu'en termes de géométrie et de point de pivot, c'est strictement les mêmes. C'est-à-dire que dès le départ, on a une super base pour pouvoir faire des chronos en descente. En plus de ça, Rocky Mountain développe son propre moteur. Et ça, c'est important de le signaler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils peuvent faire des vélos qui sont strictement identiques entre la version non électrique et la version électrique, parce que en fait toutes les marques ne développent pas leur propre moteur et donc ont des contraintes en termes de position de moteur et ils peuvent pas mettre les points de pivot exactement où ils le souhaitent. Rocky Mountain a eu les couilles de développer son propre moteur et en plus c'est une marque canadienne, donc ils font des vélos qui descendent bien avec un super moteur. Le super moteur, c'est pas moi qui le dis, c'est que ça fait déjà 2 ans que ce moteur est sorti et il truste les podiums dans tous les comparatifs de moteurs. Et donc ce vélo a été élu l'année dernière VTT-AE de l'année par les lecteurs de Vélo Vert Magazine. Et cette année, son grand frère, l'Instinct BC, fait partie des 5 derniers finalistes. Malheureusement, il n'y aura pas de finale. Donc voilà, c'est un moteur et un vélo vraiment qui fonctionne très bien. Donc déjà, je pars avec une très bonne base. Ensuite, on peut s'intéresser un petit peu à tout l'équipement qu'on a mis dessus. Et on va raisonner un peu comme ils le font en médecine par système. Le premier système qu'on peut adressé, c'est le système de freinage. Notamment cette année, on sera équipé avec des freins TRP. On en a déjà parlé dans la vidéo comment choisir ses freins, la première, puisque un des modèles de TRP faisait partie des 4 finalistes que j'avais sélectionnés avec les petits diagrammes là. Et donc au final, cette année, on va rouler avec des freins TRP. Par contre, c'est pas exactement le même modèle. C'est un nouveau modèle qui n'est pas encore sorti sur le marché. Mais pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, mon disque avant, c'est un disque de 220 mm. Donc c'est juste énorme et c'est clairement un modèle de frein qui s'oriente sur le VTT-AE et tout ce qui est discipline Gravity, quoi. Ensuite, on peut s'intéresser au système de transmission avec notamment le pédalier Raceface Affect en aluminium, les pédales Crank Brother Mallet Enduro que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on peut les clipper à la fois en avant comme en arrière. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Pour ce qui est de la chaîne, on a une chaîne Eagle avec un plateau Eagle et une cassette Eagle 12 vitesses, mais le shifter ainsi que le dérailleur n'est pas Eagle puisque c'est un nouveau dérailleur qui va sortir, un TRP 12 vitesses qui est en test. Là, c'est une version prototype que j'ai et qui fonctionne déjà vraiment bien, donc ça devrait sortir d'ici peu, je pense. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu au train roulant, qu'est-ce qu'on a? On a des jantes Raceface AR35 avec des moyeux DT Suisse, on a des pneus Maxxis et là on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de choix, notamment en termes de profil et aussi de carcasse, sachant que les carcasses sont soit légères et fragiles, soit lourdes et résistantes. Moi, je roule principalement avec les 2 plus résistantes d'entre elles, qui sont la carcasse DH et le double down. La carcasse DH étant la plus résistante et la plus lourde aussi. À l'avant, je roule avec l'Assegai en carcasse DH, parce qu'il n'est pas disponible en carcasse double down et la carcasse DH me convient bien à l'avant. Et à l'arrière, je roule avec l'Agressor en carcasse double down, dans laquelle j'ajoute un insert Cushcore parce que j'aime bien cette protection, je trouve qu'elle protège bien la jante, ça c'est important, et ça me permet un peu de rouler avec des pressions un peu plus basses. Si on s'intéresse un petit peu au système de suspension, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de chance parce qu'on travaille avec Fox, qui est selon moi la marque la plus prestigieuse dans le monde du VTT, et en plus de ça, on a leurs modèles les plus haut de gamme, qui est la Fox 36 Factory à l'avant et le Float X2 à l'arrière. Je viens d'apprendre qu'ils viennent d'annoncer la Fox 38. Pour le moment, moi je reste avec la Fox 36. En attendant, on verra si j'ai l'occasion de tester la 38.
Dans ma 36, je mets 2 spacers. À l'arrière, cette année, j'ai pris le Float X2 parce que j'avais besoin d'un peu plus de progressivité que l'amortisseur à ressort. Et donc voilà. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu au moteur et comment ça fonctionne, on voit qu'on a un système complètement différent de ce que fait chez les concurrents, avec notamment ce chemin de chaîne un peu bizarre à première vue, mais qui permet en fait de mettre un aimant qui va mesurer en temps réel la pression que l'on met sur les pédales. Et ça, c'est super intelligent de leur part parce qu'en fait, ça permet de procurer un pédalage hyper naturel. Et pour exemple, j'arrive assez facilement à faire des roues arrière avec ce vélo-là, alors que normalement, avec un vélo électrique, c'est assez bizarre d'en faire. Alors, je dis pas que c'est impossible, hein. Simplement, c'est difficile et il faut prendre un temps d'adaptation. Alors que là, pas du tout. Quoique je vous conseille pas d'essayer non plus de le faire en mode boost parce que c'est un peu surprenant. Et aussi, ce moteur est hyper coupleux. Alors ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est souvent premier ou dans les premiers dans les comparatifs moteurs, c'est que c'est un moteur qui va t'emmener un peu partout où tu veux. Et ça, c'est vraiment agréable. Ensuite, si on s'intéresse un peu à comment on change les modes, on a un truc que j'adore parce qu'il est minimaliste, c'est le petit e-walk. Avec 3 boutons et une LED, on a toutes les informations et on peut faire exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut changer les différents modes et en plus, on a l'information sur la batterie. Moi, ça me plaît parce que ça permet de ne pas avoir d'écran supplémentaire sur le vélo et j'aime bien quand ça reste un vélo orienté race quand même. Maintenant, si on souhaite, si on veut avoir plus de précision, on peut toujours synchroniser notre vélo avec notre téléphone. Et alors là, dans ce cas, si on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe ? Batterie 96. On a une information hyper précise en temps réel, donc ça c'est hyper cool. Et en plus ça reste hyper esthétique, donc moi ça me convient vachement bien. Et au pire, si on veut encore plus d'informations en visu, on peut synchroniser en fait notre montre Garmin ou notre GPS Garmin avec le vélo, puisque c'est une connexion ANT+, et on peut voir les modes et voir la batterie en temps réel. Donc voilà, que demande le peuple? What is asking the people? On ne sait pas. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu au poste de pilotage, qu'est-ce qu'on a? On a le guidon d'origine en aluminium que je recoupe à 750 mm. C'est une taille que j'affectionne et qui permet aussi de passer pas mal entre les arbres. On a aussi la tige de selle Race Face en 125 mm pour moi, parce que je suis un peu un petit gabarit et la 150 c'était un peu grand. Et voilà, globalement, on a fait le tour. Là, c'est une selle WTB. Et voilà, on peut s'arrêter là. Donc voilà, c'est un vélo avec lequel je me régale. Maintenant, si on s'amusait un peu à faire une petite wishlist sur ce vélo, qu'est-ce que j'aimerais? Peut-être une petite mise à jour du moteur pour qu'il soit encore plus compact. Ce qui en plus, moi, me permettrait de mettre une gourde. Parce que sur ce vélo-là, on peut mettre une gourde. Sauf si on a un amortisseur avec bonbonne. Et moi, j'ai fait le sacrifice de mettre un amortisseur à bonbonne parce que j'en ai envie. Et du coup, je trimballerai de l'eau autrement. Mais en tout cas, si on pouvait gagner un petit peu de place, on pourrait aussi mettre une gourde avec un amortisseur à bonbonne et ça serait top. Et le dernier truc en tant que compétiteur aussi, c'est une batterie amovible facilement. Ce serait le dernier point qu'il faudrait améliorer. Et sinon, le vélo est vraiment génial, quoi. Sinon, quoi d'autre? Ce vélo-là, c'est l'altitude, donc c'est le 27,5, qui est vraiment génial à rouler, hein. Mais quand même, il y a son grand frère, l'Instinct BC, qui me fait un petit peu de coude, avec lequel j'aimerais bien rouler. Pourquoi? Parce que l'Instinct BC, c'est le vélo d'enduro avec lequel je roule, en non powerplay. Et j'aimerais vraiment bien l'essayer en powerplay pour voir si c'est mieux ou si au contraire le moteur plus les roues de 29 c'est trop compliqué. Donc je vous cache pas que on n'a pas eu le choix au début parce que simplement les Instincts BC n'existaient pas. Mais si j'ai l'occasion de l'avoir d'ici la fin de l'année, je pense que je vais essayer au moins. On verra si c'est meilleur ou pas sur les chronos. Et c'est le chrono qui tranchera. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un peu de bon temps en cette période compliquée. Et courage à tous et à bientôt.